Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonsoir l'Afrique, bonsoir les amis. Les amis, je reviens du boulot, le temps de me relaxer un peu, et je tombe sur une interview de Robert Bourgi avec le journaliste, ou mieux, mon confrère de France 24, Kappelman. L'interview, je l'ai écoutée, et à la fin de l'interview, si vous pouvez me croire, ou vous voulez me croire, j'ai commencé par pleurer. Pour la simple raison que je ne m'y attendais pas à voir la vérité de mon vivant. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité a longtemps préféré l'ombre à la lumière, l'ombre des palais présidentiels africains et l'ombre de l'Élysée. Il prend la parole pour lever le voile sur la face cachée des relations parfois incestueuses entre la France et certains régimes amis. Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique, c'est le titre du livre de mémoire publié aux éditions Max Milo. Bonjour. Robert Bourgi. Bonjour, Monsieur Perelman. Alors, c'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejal, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon. Mais c'est surtout un récit par le menu, il faut dire, du financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste et avant tout de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais conseiller politique du ministre, j'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, OK, banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient c'est vous qui rameniez l'argent? Non. C'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait, il me dit je t'envoie Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je prenais la tâche de Monsieur Chirac. Je lui dis voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Il me dit bon voilà. Là. Et vous étiez là toujours pour la remise des fonds? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, Monsieur Perelman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage? Jamais. C'est mal me connaître. En 1995, parce qu'il faut qu'on avance, vous dites aussi là qu'il y avait des contributions. Bongo, Sassou, Compaoré, le maréchal Mobutu. C'est le même mécanisme. Ensuite, exactement le même. Vous dites qu'en 95, pour la campagne, c'était au moins 10 millions de dollars. Absolument. Alors, en 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé?
Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je lui dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant le Dominique de Villepin, il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça parce que Absolument. Vous sentez le soufre ou vous êtes un pestiféré. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, et vous maintenez que lui vous a tout de suite dit « Moi, ces financements occultes africains, je n'en veux pas. » Alors, est-ce que c'est juste ce qu'il dit et ce que vous dites ?
parce qu'il vous a remis la Légion d'honneur, il vous a envoyé ensuite au Gabon. On a quand même l'impression que vous avez été à son service pour faire la même chose que vous faisiez jusque-là. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, non? Un jour, le président Bongo, qui pouvait se le permettre, il lui a dit, mais Nicolas, toi, Jacques, il demandait toujours de l'argent. Il lui dit, Omar, j'ai dit à Robert, qui vous a passé le message, pas un sou. Ça se passait dans le bureau du président de la République. Après l'audience officielle, j'attendais dans le bureau de Guéant, je suis rentré dans le bureau du président. Nous étions 4, Guéant, votre serviteur, le président Bongo, le président Sarkozy, et il lui a répété ça, je ne veux pas un sou. Mais Bongo a eu quand même cette gentillesse vis-à-vis de Jacques Chirac. Il lui a dit, mais Jacques était demandeur toujours, mais toi tu ne veux rien. Il lui a dit non, je ne veux pas un sou. Vous dites dans le livre quand même que Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez $1 million par an. Par an. Entre 2009 et 2013. $1 million par an, Robert Bourgi, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même? Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres puissent choquer. Monsieur Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. S'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. C'est dans ma nature, monsieur Perelman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je n'étais pas obligé de dire que je gagnais 1 million. Mais je le dis. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. Oui, ça peut choquer. Mais c'est la vérité. Mais le $1 million, monsieur Perelman, était versé sur mon compte professionnel. Ça n'échappait pas à l'impôt. En conclusion, est-ce que c'est une façon de laver votre conscience, ces mémoires? Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous avez fait, ou vous considérez que c'était une mission noble, même si évidemment toutes ces histoires de financement n'étaient pas officielles, n'étaient pas déclarées et n'étaient sans doute pas légales? Si je vous dis, monsieur Perelman, que quelquefois ça me choquait, Et un jour, je m'en suis ouvert à Dominique de Villepin. Nous partagions, tant à l'Élysée qu'ailleurs, le whisky traditionnel, le malt, qu'il m'offrait. Et je lui dis, Dominique, je trouve quand même que c'est un peu trop. Il faudrait arrêter. Il me dit, vous savez, le président est toujours demandeur. Je lui dis, mais c'est un peu trop. Il n'en a pas besoin. L'argent n'allait pas pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin recevait l'argent, mais qui partait dans la direction de M. Chirac après. Mais pour lui, il ne gardait pas grand-chose. Dans le livre, vous laissez entendre que Jacques Chirac aimait beaucoup l'argent. Ça laisse sous-entendre qu'il y en a peut-être qui n'est pas allé pour les campagnes. Je me suis posé la question. Les chefs d'État, tous, m'ont dit, mais Robert, que fait-il de tout cet argent? Je lui dis, je ne sais pas. C'est la question que je me pose moi aussi, que vous vous posez, je ne sais pas. Robert Bourgi, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Je vous remercie, monsieur Perelman. Quand nous combattions contre la France-Afrique, contre Alassane Ouattara, contre la France, contre tous les pays qui s'étaient érigés en ennemis personnels de Laurent Gbagbo, nous ne savions pas que seulement en 2024, la vérité jaillira des ténèbres. Nous le faisions, cette lutte, par passion et surtout par l'amour de la vérité. J'ai voulu que tout Africain écoute cette interview, parce que l'interview ne vient pas de n'importe qui. Elle sort de la bouche de Robert Bourgi, que beaucoup ont connu. Moi, je l'ai connu depuis Mobutu, parce qu'il était conseiller aux côtés de Mobutu. Et si vous regardez
le film de Thierry Michel, vous allez le retrouver où il essayait de décrire Mobutu et surtout la solitude que ce dernier traversait quand tout le Zaïre, aujourd'hui Congo, Kinshasa, pensait que Mobutu vivait dans le luxe insolent. Les amis, je n'oublierai jamais cette phrase de Don Melo, aujourd'hui pratiquement aux côtés des pays du BRICS, où il représente toute l'Afrique, ou le représentant du BRICS en Afrique, qui disait en 2011 que nous nous battons pour que 30 ans après, la France ne nous dise pas qu'au fait, c'est Laurent Gbagbo qui avait raison. Avec les élections de 2010 en Côte d'Ivoire. Moi, je le faisais par passion du métier. Je le faisais par passion de la vérité. Et Robert Bourgi est venu témoigner dans un livre. Le livre s'intitule « Ils savent que je sais tout ». 2 points. Ma vie en France-Afrique. J'ai voulu ici vous dire qu'il y a 2 Bourgi. Il y a Robert Bourgi qui lui a pris le chemin, avocat de son État, a pris le chemin de conseiller les chefs d'État africains et de les soutirer de l'argent pour les présidents français. On l'a vu avec Chirac, on l'a vu aussi avec Sarkozy, on l'a vu avec Villepin, on l'a vu avec beaucoup d'officiels français. Il faut le différencier de son frère, Albert Bourgi. Il y a Robert et il y a Albert. Albert, lui, il est resté professeur à l'université de Reims, si je crois encore, parce que on s'appelait. Et je crois que nous avions eu à faire une interview, Albert Bourgi et moi, qui se trouve encore dans les archives de lynxtogo.info. J'ai voulu ici convoquer des gens qui resteront gravés dans ma mémoire. Je veux parler ici de Ben Soumaoro, le vieux Ben Soumaoro, qui avait été député indépendant sous le règne de Gbagbo et par qui beaucoup d'artistes, les Manu Dibango, les Aïcha Kone, les hommes de comment je dirais, qui font la salsa en Afrique, les Africandos sont passés. Beaucoup d'artistes, les Nayankabel, sont passés entre les mains de feu Ben Soumaoro. Ce grand homme, je l'ai connu quand il vivait les moments les plus difficiles, les plus cruels. En exil, au Ghana. Il m'a fait ce plaisir de me prendre comme si j'étais son enfant. Il m'avait dit, fiston, dans cette guerre entre Soro et Ouattara, c'est Ouattara qui aura raison de Soro. Ouattara va tuer Soro. En ce moment, Soro était entouré de tous les chefs de guerre, les Ouattao, les Kone Zakaria, et ainsi de suite, ainsi de suite.
Je lui fis comprendre que ce n'est pas possible. Il me dit, à la fin, Ouattara va tuer Soro. Quand j'ai eu à expliquer ces échanges entre Feu Ben Soumaoro et moi, au professeur docteur Sam de l'université de l'Ohio, il m'a dit, Cadet, je n'ose pas le croire, parce que c'est Soro qui a amené Ouattara au pouvoir. Fin de course, c'est le vieux Ben Soumaoro qui a eu raison, pour la simple raison que c'est Ouattara qui a chassé Soro de la Côte d'Ivoire. J'ai voulu ici mettre ce point pour que les gens comprennent que je pleure difficilement. Mais ce soir, moi, j'ai pleuré dans mon salon. Pour la simple raison que je me suis dit, Camus, si tu ne t'es jamais trompé dans une analyse, c'est bien la preuve. Nous étions seuls à affronter ce combat. Je peux citer Rodrigue Pogli, le seul Togolais, je dis le seul Togolais de mémoire qui a fait ce combat-là avec nous. Je peux citer ici Joseph Takeli, qui me fit comprendre que Camus, tu as des réseaux du côté de Gbagbo. Dis à tes réseaux d'utiliser les moyens de l'État ivoirien pour faire la guerre contre la France-Afrique et contre Ouattara. Si vous vous rappelez bien, TV5 avait montré une scène surréaliste où on brûlait quelqu'un en Afrique du Sud et faire comprendre aux Africains que c'est Gbagbo qui était en train de brûler les Ivoiriens. Joseph Stakeli et moi avions pu rétablir l'ordre en montrant aussi un fake news. Le fake news était des brûlures du côté du Congo-Kinshasa. En un mouvement, la terre entière avait pris possession, que Ouattara aussi était en train de tuer les gens en Côte d'Ivoire par le feu. C'est comme ça qu'on avait pu résoudre le problème de la Ouattari, le problème du fake news, en cherchant aussi un fake. Je ne veux pas ici dire que c'est un génie, mais Laurent Gbagbo était seul contre la terre entière, au-delà de toute la vérité qu'il avait entre ses mains. Je veux ici dire merci à Maître Kouressi, qui est aux côtés et conseil de Sonko et de Diomaye Faye, avec lequel j'ai pratiquement vécu une vie d'intellectuel, au point qu'on devient des amis. La preuve est que Maître Kouressi et moi étions arrivés à un moment où il me conseillait de ne pas trop aimer la médecine européenne et de m'appesantir beaucoup sur la médecine africaine, la pharmacopée, toutes les fois que j'ai des petits bobos. Aujourd'hui, il est aux côtés de Sonko. J'ai voulu lui dire que le combat était juste. Les interviews aussi sont là comme référence. J'ai voulu dire merci au professeur Gali. J'ai voulu dire merci à tous ces gens qui étaient là pour la cause, pour cette cause.
pour laquelle nous combattions sans avoir les ressources financières, encore moins humaines, pour la simple raison que beaucoup nous avaient abandonnés. Le journal Lynx-Info a pâti à cause de ça. J'ai voulu ici dire merci à Alain Toussaint, qui a été pratiquement le porte-parole de Laurent Gbagbo. Dans la fuite, il me fit appel et me dit, Camus, nous sommes en cavale, prends contact avec Ali Keïta du côté d'Abidjan pour que la lutte continue. Les journaux bleus n'y étaient plus. J'ai voulu encore dire merci à Rodrigue Pogli pour la simple raison que nous deux, on pouvait encore donner le sourire aux journaux bleus du côté d'Abidjan. Que dire de cette femme aujourd'hui décédée qui me fit appeler rien que pour me dire si je devrais me remarier dans ma vie. Camille, je pense que tu serais la personne avec laquelle je me remarierai. Pas parce que tu as des moyens, pas parce que tu es beau, pas parce que tu peux avoir l'or du monde, mais pour la simple raison que tu es un garçon de principe. Aujourd'hui, elle est décédée et je témoigne avec tant de douleur. J'ai voulu ici dire merci à ces Ivoiriens qui ont parfois pris sur eux d'acclamer ma fille pour la simple raison que leur papa était là pour eux. J'ai vu des Ivoiriens faire une petite haie et acclamer ma fille. Ça me va droit dans le cœur. Ça me va droit au cœur. Ça me donne un baume. Je suis fier de moi. J'ai voulu ici encore m'appesantir et dire merci au docteur Samen qui lui a écrit Les guerres anti-Gbagbo. Je n'oublierai jamais la douleur dans laquelle il a écrit ce livre. Les guerres anti-Gbagbo. Lisez le livre. Quand nous faisions ce combat, nous ne savions pas que la vérité jaillira un jour. Non seulement Gbagbo a été libéré de sa prison de Lahore, mais aussi les témoins commencent par sortir les secrets. J'ai voulu dire merci au professeur Seri du côté de la Côte d'Ivoire, paix à son âme. Aujourd'hui, il n'est plus vivant. Voilà des gens qui m'ont dit s'il fallait donner la nationalité ivoirienne à quelqu'un en Afrique, Camus, nous pensons que tu devrais logiquement l'avoir. Pour tout ce combat, tu as fait pour ce pays. Pêle-mêle, tout ce qu'on avait dit, je dis tout ce qu'on avait dit, l'avocat Robert Bourgi, qui était le conseil de tous les tyrans africains, a fini par lâcher le morceau dans l'un de ses livres, ou dans un livre mémoire, je peux le dire. J'ai voulu ici dire merci à toutes et à tous ceux qui m'ont cru, ou nous ont cru. La révolution permanente de Magued, Hassan Magued. Voilà un pigiste de notre journal qui m'avait fait cet honneur de me dire je serai toujours là pour travailler dans l'anonymat et personne ne saura qui écrit sous le couvert
sous l'anonymat de Hassan Magued, la révolution permanente. Ça nous a valu les cris d'orfraie de la Ouattari. Un mandat anonyme a été aussi lancé ou avait été lancé. La CPJ a pris contact avec nous pour voir comment elle pouvait être utile. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de larmes, beaucoup de joie. Il y a des larmes de joie, les amis, que je raconte d'une manière saccadée. Cette lutte, oh combien utile. J'ai voulu ici dire merci à Domelo. J'ai voulu dire merci à Arsène Dogba, ce politologue du côté de Londres, qui me fait encore le plaisir de m'appeler ici tous les week-ends, quand il peut et surtout quand il a du temps. La Côte d'Ivoire, c'est les enfants de l'Afrique qui l'ont aimé. J'ai voulu ici dire merci à Bandakani. Merci. Je dis merci à l'immense Bandakani. Tous ces gens ont porté ce flambeau quand d'autres nous traquaient, nous traitaient de fumistes, de losers, des gens qui voyaient les tueries de masse de Laurent Gbagbo, il paraîtrait. Le mensonge n'a pas pu faire long chemin. La vérité l'a rattrapé. On ne s'est jamais trompé quand il s'agit de luttes vraies. On ne s'est jamais trompé quand il s'agit de luttes vraies. À toute la Côte d'Ivoire que je reverrai en paradant, je veux dire d'y croire. La nuit est longue, mais le jour vient. Il est là. Si TV5 et France 24, RFI, peuvent sortir publiquement dire que c'est Gbagbo qui avait gagné aux élections de 2010, alors on peut dire l'histoire s'est toujours répétée. La première fois, elle vient comme une tragédie. Et la seconde fois, elle vient comme une farce. Nous y sommes. Bonne soirée, pardon à toutes et à tous. C'est votre serviteur, Camus Sali. Faites-moi plaisir. Cet élément sera accompagné de l'interview entre le journaliste de France 24 et Bob Bourgi, ou encore Robert, alias Bob Bourgi. Bonne soirée à toutes et à tous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.